Bonsoir, ou plutôt rebonsoir pour ceux qui nous suivent depuis le début de la soirée. On est toujours ici en studio, prêt à vous résumer ce qu'il s'est passé dans cette 7e journée de National League. On est toujours avec Jérôme Bonnet, avec Serge Pelletier, avec Stéphane Rochette pour la suite de cette soirée qui a une nouvelle fois été très intéressante dans ce championnat. On va commencer par vous parler, vous le voyez derrière moi, de la rencontre entre Bienne et Genève Servette, une rencontre qui se devait d'être celle de la confirmation et d'un 7e succès consécutif pour Bienne, ou de la fin d'un mauvais week-end concédé par Genève Servette. Et vous allez le voir, la première de Stéphane Charlin dans les buts n'a pas été une grande fête pour le jeune portier, pas aidé par une défensive et une organisation genevoise un peu dans le dur ce soir, certainement dû aussi à des feux follets, Jérôme, j'ai envie de dire, zélandais qui en ce moment réussissent à peu près tout ce qu'ils entreprennent. On l'a dit, on le répète, les pucks arrivaient très souvent sur la canne, sur les cannes zélandaises. Ouais, et une première un peu délicate pour Stéphane Charlin, sur lequel on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Hein. Il n'a pas beaucoup été aidé, il y a eu des rebonds, il y a eu des déviations qui l'ont mis dans des conditions un peu délicates, malheureusement pour lui, alors qu'il ne les méritait pas. Vous avez eu Brunner en jeu de puissance, la réussite d'Ugly sur ce qu'on avait décortiqué aux analyses durant la première pause qui amène le 2-0, qui a fait mal à Genève, Serge, dans cette rencontre, parce que derrière, le deuxième tiers va être un 3-0 sec pour Bienne qui va vraiment alourdir la note. Effectivement, je pense que définitivement ce soir, Bienne avait une vitesse supérieure à Genève tout au long du match. Et puis le 6-0, justement, comme les deux confrères l'ont mentionné ce soir, tout tournait à leur faveur. Dire les pucks sur les cannes devant le filet. On a quand même donné le crédit à Bienne qui ont fait les petites choses. On a vu sur le but auparavant, je veux dire, on bloque un lancer, on serre le coéquipier pour aller en échapper seul contre le gardien. Donc, chapeau à Bienne pour cette victoire ce soir. Stéphane, je crois qu'on a vu toute la différence entre une équipe en forme en ce moment, qui a la confiance avec soi, et une équipe qui se cherche encore. Ouais, Genève a une petite crise de confiance. Là, ça va un petit peu moins bien là, depuis quelques matchs. Et du côté de Bienne, on a dit oui, les rebonds sont favorables. Mais regardez, ça, c'est le deuxième effort de Schleffer qui marque son premier but. Regardez, deuxième effort, il plonge, il est contré un peu par le défenseur, mais il va à bout de bras regarder. Deuxième effort, et quand ça va bien, c'est le genre d'effort que tout le monde fait. Regardez, tout le monde est sourire. Tout le monde a participé au pointage ce soir et ça fait du bien à l'équipe. Là, pour Tom Heinen, il y a des heureux problèmes à régler. Surtout que les buteurs sont différents ce soir, j'ai envie de dire, Jérôme. On a eu les premières réussites de Löw, de Elvis Schleffer, de Yakovenko qu'on voit là. Brunner qui soigne ses statistiques et Ugly qui confirme qu'il est un bon buteur. Radgeb qui marquera le 6-0. C'est 6 buteurs différents pour un score largement en faveur des hommes de Turmenen. Beaucoup de buteurs, et moi il y a quelque chose que j'apprécie énormément chez Bienne, c'est qu'à chaque fois qu'il y en a un qui marque, l'ensemble de la ligne est très heureux et va le féliciter. Il n'y a pas une seule fois un joueur où on se dit « Ah bah tiens, il est un peu jaloux de pas avoir de points » où il n'y a aucun égoïsme. Parce que tu crois que ça existe, ça? Oh, je peux te dire que oui. Malheureusement, que ça existe, oui. Malheureusement, oui. Moi, je pensais pas. Je pensais que je vivais dans un monde parfait. Bon, c'est plus facile d'être heureux quand on a 7 victoires consécutives, puis d'aller féliciter le buteur. Bien évidemment, c'est vrai. Non, mais il y en a qui continuent à regarder leur stade personnel. Il y en a, et voilà. Et là, on le ressent absolument pas chez Bienne. C'est quelque chose qui fait plaisir à voir de voir ces célébrations. Quand je regarde la feuille de match ce soir, je vois que Kunti est absent, joueur de centre. Gaëtan Haas est absent. Fabio Offer. Et je vois la ligne de centre. C'est Elvis Schleffer qui joue au centre. Le premier bloc, en tout cas entre Richier et Arayala. Salinen au centre. Carafa au centre. Puis Froidevaux. Donc là, il ne faut pas dire que la ligne de centre était transcendante ce soir, là, sans rien enlever à ces joueurs-là. Ça n'a rien à voir avec la ligne de centre habituelle. Mais on a balayé tout ça ce soir. Donc, on a des blessés des deux côtés. Oui, c'est ça. Oh, bien est touché aussi par les blessures. Hein? Serge, moi j'ai envie de t'entendre sur l'analyse finalement de cette défaite genevoise. Toi, quel mot tu utilises pour la prestation aujourd'hui des hommes de Patrick Aymon? Bon, je pense un peu molle dans l'ensemble, parce que si on remarque la majorité des buts qui ont été marqués ce soir, à part le but de Radgeb, le 6e, pratiquement, c'est tous des buts qui sont tout près du gardien Charlin. Et puis, c'est un peu une épreuve de force, ou plutôt une erreur de marquage
près du but de Genève-Servette. Donc, il y a plus de détermination du côté de Bienne. Et puis, il y a un petit peu un manque, comme on dit dans le langage, un peu soft devant le filet. Le coach en toi, moi je pense que le coach, là, il va penser à le prochain entraînement, il va faire des battles, des bagarres en 1 contre 1 pendant 1 heure de temps. On va travailler le box-out devant le filet. Oui, hein, on va travailler les cross-checks, les garder à l'extérieur. Hein? Ouais, exactement. Oui. Pour moi, la guerre tactique a été aussi remportée par Bienne ce soir. On peut parler d'agressivité, effectivement, mais c'est pas tout. Non. Il y a eu énormément de jeux, voilà, tu l'as dit, tu l'as expliqué avant dans les analyses. Ils ont fait des vidéos et ils ont gagné là-dessus aussi. Ils étaient prêts. Effectivement, Genève a semblé un peu à court d'arguments durant le match et bien entendu à court de solutions également. Voyons voir comment on décortique cette défaite du côté du coach, justement des Aigles genevois. Patrick Aymon est à l'interview. Patrick Aymon, 6-0, ça paraît sévère ce score. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, vous avez vu le match comme moi. Quand on a une équipe décimée comme la nôtre, puis tu viens jouer sur la route contre la première position, faut être parfait. C'est ce qu'on n'a pas réussi à faire. On a des choses à corriger, on a des choses à améliorer, mais il faut garder le focus sur qu'est-ce qu'on fait bien, puis d'essayer de sortir de cette situation. En face, c'est vrai qu'on sentait une équipe en confiance pour qui tout roule. De votre côté, vous n'avez jamais réussi à mettre peut-être ce petit but qui aurait changé quelque chose dans la première partie de rencontre? Oui, c'est sûr que la première pénalité en début de match, je pense que eux sont pas sortis tout à fait fort. On aurait pu peut-être en profiter un peu. Et puis, mais la première pénalité a coûté un but. Après ça, tout de suite, ils ont pris le tempo du match. C'était très difficile pour nous de se mettre dans ce match-là. Là, c'est une 3e défaite consécutive. Aujourd'hui, il faut songer à une réaction. Qu'est-ce que vous pouvez faire? On sait que tous vos joueurs clés ne vont pas revenir de sitôt. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va y avoir des discussions. Il faut trouver une solution. Oui, il faut trouver une solution à l'interne. Mais c'est sûr que je pense pas que ça va être suffisant. Je pense qu'il faut regarder d'autres avenues. Merci bien. Et Patrick Aymon aura quelques jours pour réagir. On notera aussi le 7e succès consécutif de ce début de saison en fanfare du HC Bienne qui réalise le meilleur début de saison depuis son retour en National League. Il n'a jamais réussi à signer non plus 7 succès de rang. Autre rencontre qui concerne des clubs romans ce soir, Fribourg face à Lausanne, 2 équipes qui sont un peu en recherche de constance, de points, de victoires. Fribourg campe sur 3 défaites, Lausanne a perdu le dernier match mais n'a qu'un succès en 4 matchs. Il y a le retour de Marc Barberio dans l'effectif de John Foust qu'on voit et ce sont les Fribourgeois à domicile, Serge, qui vont faire ce qu'ils savent faire de très bien, c'est-à-dire utiliser leur jeu de puissance pour débloquer la situation en premier dans cette rencontre. Oui, effectivement. Le power play du côté de Fribourg est très bien rodé. On a pratiquement les mêmes éléments que la saison dernière, donc on se connaît bien. Et puis, la saison passée, Fribourg a fini avec dans les 3 meilleurs power play de toute la saison. Et puis, ils ont pris de plus belle, justement, cette saison dans la même veine. Ce qui va finalement déterminer la suite de cette rencontre, c'est que Lausanne ne va pas douter très longtemps. Il ne va pas se passer 2 minutes entre l'ouverture du score et l'égalisation de Damien Ria. Ça a son importance parce que Lausanne, avec ce but, va vraiment monter en puissance au fil de la rencontre. Complètement. Après, ils ne vont jamais lâcher leur os. Là, Damien Ria qui avait besoin aussi de cet élan de réussite, là, il prend un shoot, il a quand même passablement de temps pour le préparer, il le met exactement où il faut et ça va lancer toute son équipe. Mais la passe de Frick, elle n'est pas piquée des verres. Hein? Oh non, elle est Parce que beaucoup de défenseurs, il aurait tiré dans le paquet, il a regardé, il y avait du trafic. Ria, je pense qu'il l'a appelé aussi, là, parce qu'on a vu qu'il l'a fait presque sans regarder instinctivement, tac. C'est ce qui amène le mauvais déplacement de Berra, finalement, cette passe un peu surprise de Frick. Oui, exactement. Puis, bonne passe de Frick, puis le Ria, il n'est pas sur son one-timer, sur son shoot sur réception, il doit faire le contrôle pour shooter. Il l'a fait très, très vite aussi. Hein?
Il l'a fait hyper rapidement. Berra était un petit peu gêné aussi avec sa canne. Hein. C'est ce qui l'a empêché de revenir. C'est Brodin. Brodin était dans son demi-cercle. C'est Brodin qui a gêné son propre gardien. Ensuite, on va aller en deuxième période et on va voir vraiment que Lausanne va prendre le match à son affaire et surtout marquer les buts qui vont faire la différence ce soir. C'est le doublé pour Damien Ria, le but de Racro avec pas mal de rebonds et de cafouillage devant Reto Berra et Ria qui pousse au fond, Serge. Oui, effectivement. Je pense que dans son cas, c'est une question de temps. C'est un joueur qui a marqué énormément de buts dans les dernières saisons. Il était un peu à la pêche, plutôt à la peine dans ce début de saison. Et puis là, il fonce directement au filet justement pour prendre le retour. C'est son doublé. C'est le genre de but que tu as besoin de marquer quand tu as de la peine à marquer des buts. C'est le genre de but un peu garbage que tu aimes bien marquer. Exactement. Et celui-là, Stéphane, tu peux garder la parole. Il semble dévier le lancer de Jäger. Ouais. Là, le puck avait des yeux. Là, regardez, ça, c'est ce qu'on a expliqué. Ça, c'est la tactique que Genève fait avec un joueur qui vient en soutien entre les deux défenseurs pour créer un 3 contre 2, se créer un gap finalement avec la couverture défensive. Et là, il y a 3 joueurs de Fribourg dans l'axe. Jäger, il shoot dans le paquet. Et puis finalement, le puck s'est frayé un chemin. Là, je dirais encore, mais à la loi de la moyenne, tout ce qui n'a pas rentré pour Lausanne jusqu'à maintenant, ça a créé beaucoup d'occasions. Là, ça semblait vouloir rentrer ce soir. 4-1, Christophe Berchi qui va de son but aussi, Jérôme. Vous analysez ça avant, tu nous le redis. Finalement, ce but entre les jambes de Berra, c'est pas vraiment un mauvais but. Il fait très bien l'ailier sur le coup. Ouais, Berchi, il prend sa chance. Il sait que Berra va anticiper un petit peu le mouvement. Et il le met au bon moment, au bon endroit. Ce qui est intéressant aussi, c'est le croisement. Il shoot en croisant. Donc tu as vraiment l'impression qu'il va le déjouer. Ouais. Puis en enchaînant le croisement, il laisse aller son shoot. C'était très bien fait. Les pieds bougent en même temps que les mains. Donc c'est très difficile pour le gardien de faire l'arrêt sur une. Mon petit doigt me dit que Berchi va en marquer pas mal à Fribourg dans les prochaines années. Ça risque d'arriver. Ce qu'on lui souhaite. Dans cette patinoire-là. Bon, pas trop de risques en parlant de ça. N'empêche qu'à 4-1 après 40 minutes de jeu, il fallait une réaction fribourgeoise pour la suite, parce que sinon le match allait être compliqué. Réaction, il va y avoir. C'est le doublé, Stéphane, justement, de Julien Sprunger ce soir. Julien, ça faisait une demi-heure qu'il appelait. Julien nous a fait du Julien. Son premier but, c'est un tir frappé top circle du haut des cercles, imparable. Encore une fois, là, il l'appelait, il l'attendait, celle-là. Il y avait la canne. Regardez, la canne était quasiment en dessous du tableau d'affichage, là, tellement elle est haute. Il l'attendait, il a mis toute la gomme. Regardez, il va se pencher un petit peu, le petit genou en avant, un peu à la Crosby. Et voilà. N'empêche qu'avec ce 4-2, Serge, là, en début de troisième période, le match pouvait se relancer. Non, c'est Lausanne qui va éteindre les velléités, les envies fribourgeoises avec le 5e qui va définitivement parler et plaider en faveur du LHC ce soir. Effectivement. Disons que le deuxième but de Fribourg aurait pu relancer les débats ce soir, mais c'est un 5e but lausannois qui a eu un coach challenge demandé par l'entraîneur de Fribourg. Ça a été très serré, mais le but est bon et puis on va permettre à Lausanne de jouer en powerplay. Mais Stéphane, on va quand même expliquer ce qui s'est passé. On a vu la dernière image, elle est quand même pas très très nette. Les arbitres, on va être honnête, n'ont pas eu les meilleures images du monde, mais avec ce que l'on a vu, puisqu'on va revoir avec ta tablette, je crois qu'ils ont pris une bonne décision. Oui, c'est une bonne décision. Il y a un hors-jeu différé, et puis on va y aller tout de suite sur la tablette, je vais l'expliquer au fur et à mesure, c'est beaucoup plus simple, c'est parti. On y est. OK, regardez bien. Là, il y a un hors-jeu différé. Regardez, l'arbitre est sur la ligne, il va se décaler un peu. Là, Kennins, le puck arrive ici dans les patins quelque part de Kennins. Là. Kennins protège la rondelle, il ne va pas toucher à cette rondelle. Là, il la protège. Là, le puck va... Regardez, il rentre, là, le puck, il est ici. Il va dépasser la ligne bleue. Dès lors qu'il dépasse la ligne bleue, il y a hors-jeu différé parce qu'il y a Kaniaguer qui est encore à l'intérieur. L'arbitre a très bien fait, il a levé le bras. Et là, si Kennins touche à la rondelle, à ce moment-là, il y a hors-jeu, mais il laisse aller la rondelle, sachant très bien qu'il y avait un joueur à l'intérieur. Il empêche le joueur de Fribourg de la prendre. Et Kaniaguer, très intelligemment, vient toucher la ligne bleue. Regardez, il a le patin en contact avec la ligne bleue ici. Hop, ce qui annule le hors-jeu différé. Il s'agit juste d'avoir un contact avec le patin avec la ligne bleue. Il n'y a aucun joueur de Lausanne à l'intérieur à ce moment-là. Donc, hors-jeu différé s'annule. Et là, on peut réattaquer par la suite. Regardez bien, tac, tout est beau. Donc, ça a été bien joué par Kennins, qui a protégé la rondelle, qui ne l'a pas touché. Et Jäger, qui a senti le truc, le hors-jeu différé, il faut dire qu'il est à côté de l'arbitre. L'arbitre a sûrement crié. Patin sur la ligne bleue, tout est bon, on repart. Donc, je pense que Fribourg a bien fait d'essayer. C'était pas clair. Peut-être qu'il y aurait eu... Mais là, c'était quitte au double.
Et là, ils ont La perdu. décision doit être prise rapidement. Le coach challenge, il se tient d'être Jérôme, ça ne se joue à pas grand-chose. Et derrière, ça donne encore 2 minutes de pénalité à Fribourg. Non, et ça ne se joue à pas grand-chose. Et Dubé sait très bien que le 5e goal est fatal s'il compte. Donc il a raison d'essayer. Et si c'était 2-1, il ne l'aurait peut-être pas appelé celui-là. On est d'accord. Il y aura des interviews à la suite de cette rencontre. On vous les garde dans Backcheck le talk pour être parfaitement complet dans cette soirée. Il y a encore un club roman qui jouait ce soir. C'était le HC Ajoie en déplacement dans la capitale, dans la Berne fédérale, pour une rencontre où le public revient gentiment à la Postfinance Arena, où le HC Ajoie cherchait à confirmer le succès acquis 4-0 contre Ambry samedi. Eh bien, en face, il y avait une équipe de Berne qui restait aussi sur 8-1 contre Langnau. Ils n'avaient pas joué samedi et Berne va avoir un élan de motivation dans ce premier tiers et faire la différence, mais pas par n'importe qui, Serge, par un certain Timothy Cast qui va s'offrir le 1 et le 2-0 dans cette rencontre pour son 2e match de la saison. Oui, Cast qui a été beaucoup laissé de côté par son entraîneur depuis le début de la saison, et puis je pense que ce soir, il a répondu de la meilleure des façons pour rester dans le contingent, dans la formation pour les prochains matchs. Il a profité de la blessure de Vincent Traplan, Jérôme, pour monter dans l'alignement et offrir le meilleur rendement et la meilleure réponse à son coach. C'est aussi ça le hockey, hein. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il fallait quand même démontrer quelque chose une fois sur la glace, et il l'a fait effectivement de la plus belle des manières, comme Serge l'a dit. Ben voilà, les temps morts sont souvent pris rapidement par Garéchien dans ce début de saison. 2-0, on a un petit peu été à le feu bernois par la suite de ce premier tiers, mais les ours, Stéphane, vont quand même marquer le 3-0. Tir bien masqué, Wolf ne peut pas grand-chose. 3-0 après 20 minutes, la messe s'était dite. Un tir des ligues majeures, la Doug Evans, regardez, là, il regarde vraiment. En aucun moment, il a regardé sa rondelle, il a fixé le gardien. Gilles Montandon serait assez content. Il a fixé le gardien, il avait attendu, il y avait un écran devant lui. C'était une soirée compliquée défensivement pour Ajoie, qui a accordé 51 tirs à Berne. Ouais, ça fait beaucoup. Et qu'est-ce qui se passe, messieurs, dames, quand Berne joue comme ça et retrouve gentiment la confiance après le 8-1, je vous l'ai dit, eh bien, ils vont pas s'arrêter en si bon chemin ce soir contre Ajoie. Eh bien, c'est les seconds couteaux, ceux qu'on a peut-être moins l'habitude de voir, qui vont aussi participer à cette fête de tir offensif. Commence, Jérôme, par Pinana, tiens, le joueur venu d'Ambry, qui y va aussi de son but avec ses nouvelles couleurs. Ouais, il y a un cafouillage, là, il y a un joueur à Joulot qui essaye de retirer ce puck du slot. Malheureusement, il n'a pas vu le Bernois arriver, qui se fait un plaisir de le mettre au fond. Le gardien est déjà complètement sorti, il y a plus compliqué à faire. Cast aura un deuxième assist sur cette séquence-là, 3e point dans le match pour lui. Exactement. Match rempli pour Timothy Cast. Allez, il n'y a pas eu que du mauvais pour le HC Ajoie dans cette rencontre, même si les Jurassiens n'ont pas vraiment pu se mettre à leur aise et en verve. Il y a quand même Vutriche là, Serge, qui vient enlever un but à l'offensive jurassienne. Oui, une descente 2 contre 1 bien exécutée de la part de Ajoie, et puis comme on dit, un big save de la part du gardien bernois. Reto Schmutz sur une passe de Hazen qui n'arrive pas à sauver les honneurs dans cette rencontre. Konecker et Jérémy Gerber vont aller derrière encore du 5 et du 6-0 final. On va vous montrer ses réussites aussi. Ajoie a forcément baissé pavillon. N'aura pas trouvé les éléments, Stéphane, ce soir, surtout en début de match, pour espérer de se donner une chance dans la capitale. Effectivement, donc là, les Ajoie, il n'y était pas ce soir. Là. Évidemment, pour gagner des matchs, il faudrait que toutes les étoiles soient alignées. Ce soir, il y avait probablement 1 étoile sur 4 alignées pour eux. Et pour Berne, c'est le deuxième carton de Berne à la maison, mais contre Langnau et contre Ajoie. Donc on s'est refait une santé, tout le monde a fait ses points. Il faudra que Berne prouve un petit peu leur vraie valeur contre des équipes... les ténors. Contre les ténors, parce que contre Langnau, on sait qu'il y a un gros problème de gardien. Voilà. Mais toujours est-il que, je pense, moi, ça me fait plaisir pour l'entraîneur de Berne, qui est un jeune entraîneur dans le métier, et qui était déjà sous pression après 3-4 défaites. On parlait de lui comme étant sous pression. Là. Quelques entraîneurs là, qui ont fait descendre la pression dans les derniers matchs.
Reste que ce CP Berne se chauffe en attendant de tomber sur un client peut-être plus lourd et plus intéressant que les 2 dernières performances qu'ils ont eu à confronter. On avance dans ces highlights. Ah non, on me dit qu'il y a encore une interview qui vient de nous arriver pour analyser justement la défaite jurassienne ce soir. On propose de l'écouter. C'est le capitaine du HC Ajoie. Jordan Howard, vous avez encore une fois en tant qu'équipe été admirable au niveau de l'engagement ce soir, mais au final ça fait quand même 6-0 pour Berne. Admirable, je dirais que vous êtes vous nous caressez un peu dans le sens du poil là, parce que je pense qu'on est quand même passé à côté d'autres matchs, on a perdu beaucoup trop de pucks, je crois qu'on a fait pas loin de 25 turnovers, et puis malgré qu'on n'ait que 2 étrangers, tout ça, on ne doit pas se permettre d'avoir des excuses, on doit faire quand même un peu mieux que ça. Je pense qu'on est toute l'équipe, chaque joueur personnellement est capable de faire un peu mieux. Donc, après, c'est sûr que venir ici, c'était aussi impressionnant pour nous, d'arriver dans ce patinoire, une des plus grandes d'Europe. C'était un sentiment particulier quand même. Et puis, ça nous a peut-être fait un peu peur aussi au début du match. Le début du match, il était assez significatif. Vous avez été dominateur sur les 45 premières secondes en arrivant avec beaucoup d'énergie. Et puis après, il y a eu justement cette contre-attaque. C'est la difficulté de bien placer cette énergie et de prendre les bonnes décisions. Bah oui, prendre les bonnes décisions. On n'est pas les rebonds avec nous non plus. On essaie un shoot de mettre un peu Kounet. Ça part en compte direct. Le premier shoot du match, notre pauvre gardien, il est tout seul face à un adversaire. Donc voilà, c'est un 0. Ça aurait pu être peut-être dans l'autre sens si on avait tenu le coup. Mais enfin, faut pas qu'on baisse les bras, faut qu'on continue de travailler et puis qu'on corrige certaines petites erreurs. On n'a pas trop le choix, hein, je dirais, de toute façon. Et puis le plus important pour nous, c'est de tout lâcher sur la glace. De toute façon, on a que ça, quoi. Merci. L'apprentissage continue pour le HC Ajoie et les paroles très sages du capitaine Howard. Lugano Zug, autre rencontre au menu ce soir. Très beau duel avec le Chris Maxorley Show à Lugano qui se veut toujours d'être une fête depuis le retour de l'ancien de Genève Servette. Zug, c'est 6 victoires de rang. Est-ce que les Zougois sont comme les Biennois, mûrs pour en perdre une, comme dirait Stéphane? Eh bien, on va le vérifier avec une ouverture du score, justement, pour le champion en titre, avec le MVP de la saison dernière, Yann Kovar. Serge, pour l'ouverture du score. Oui, un puck qui est mal maîtrisé devant le filet, puis Kovar, justement, comme un fin renard fidèle à son habitude, justement, en profite pour ouvrir la marque ce soir à Lugano. C'est Dominique Schlumpf qui lui distribue l'assist. Très en vue, le défenseur numéro 18 depuis le début de sa saison. Il y aura le 1 partout et ça tombe bien puisque c'est d'abord la charge. Ouais, on va, avant d'aller au 5 contre 3, voir la charge de Kovar, Stéphane, sur Reto Souris là, qui le propulse contre la bande. 2 minutes infligées au joueur tchèque. Charge dans la bande, ça c'est clair. À mon avis, là, c'est le genre, ça c'est une charge dans la bande. Il projette son adversaire contre la bande. Ça, c'est l'occasion type pour donner 5 minutes tout seul. Cette année, vous pouvez donner 5 minutes sans expulsion pour le match. Pour moi, ça vaut clairement 5 minutes. Les gars? Ouais, je défends exactement ce que tu dis. Parce que là, il sait que le gars est vulnérable. Ouais, après ça, on peut dire que lui, il s'est tourné, mais il n'a pas le choix. Le puck était court un peu pour Souris. Kovar sait très bien ce qu'il va faire. Là. Il se tourne pas. Il voit très bien que le joueur joue le puck à ce moment-là, qu'il est retourné pour le puck. Il le frappe exactement au moment où il est vulnérable. Pour moi, il sait exactement ce qu'il fait. Heureux, là. Disons que Kovar n'a pas fait grand-chose pour l'éviter. Non. Moi, 5 minutes. Cette année, on peut donner 5 minutes sans expulsion pour le match. C'était la belle occasion pour la il peut se contenter de le contenir que d'aller le pousser contre la bande. Il ne peut pas prendre le puck. Là. Il sait qu'il va de toute façon pousser le puck. Il peut aller pour le récupérer. Bon, bref. Moi, 5 minutes, je vis avec facile. Même un 5 plus match pour une... Mais Kovar ne semblait pas d'accord. T'as déjà vu un joueur d'accord, toi? Par principe, les joueurs ne sont pas d'accord. Après, ils réfléchissent un peu. Est-ce que Lugano, et ses pénalités qui vont arriver, va pleinement en profiter pour égaliser dans cette rencontre? C'est un 5 contre 3 pour les hommes de Chris Maxorley. Et ça va très bien jouer pour permettre à Butker, Jérôme, d'égaliser là. Tic-tac-toe. Ça va une vite. Rapidité, les passes tout sur réception. La finition, il a encore le temps de l'arrêter, de fixer, de le mettre en haut. C'est un sublime jeu de la part du Lugano. C'est Arcobello, Fazzini et Butker à la finition pour le 1 partout.
Il y aura le but que vous allez voir là de Lugano qui va prendre les devants avec une attitude défensive un petit peu de chasse-mouche, j'ai envie de dire, Stéphane, là, du joueur Dario Simeone là qui a voulu prendre le puck de volée et qui concède finalement le but. Il n'a pas très bien paru. Le bon jeu avec ça, dans un puck qui est sautillant comme ça, si tu sais que le joueur va vraiment partir, tu dois te mettre un genou sur la glace puis te bloquer avec ton corps. Presque, il y aura quand même 2-2 parce qu'il y a un but sur la sirène, Serge. C'est 59-59 et Zouk qui trouve le moyen de se permettre une prolongation avec ce but égalisateur qui va être attribué à Karl Klingberg. Oui, c'est un but qui était un engagement qui était préparé de la part de Zouk. Sûrement, ben là, on ne voit pas la séquence, mais sûrement que Dan Tagnes avait demandé le temps mort avant cet engagement décisif. Sorti son tableau, sorti le gardien de but. On a marqué avec un avantage d'un homme. Voilà le dernier mot, vous le voyez, via Lugano dans cette rencontre qui aura mené 2-1, se faisant égaliser à 2-2, n'a pas perdu ses moyens dans la prolongation. Alessio Bertaggia pour le but de la victoire et c'est la première fois de la saison, Jérôme, que le HC Lugano de Chris Maxorley arrive à enchaîner un deuxième succès de suite. Il y a toujours une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Là, on a enfin réussi à confirmer un deuxième succès de suite. Oui, connaissant un petit peu le Chris, je pense que ça ne lui suffisait pas, une victoire sur 2. Il l'a certainement fait comprendre à son équipe. Là, c'est une super percée de la part de Bertaggia. Il prend sa chance, il sait qu'il ne va pas pouvoir battre la défense. Il prend son shoot devant les défenseurs. Le shoot est dévié, le gardien ne peut rien faire. Est-ce que toi, tu mettais Bertaggia à 3 contre 3 l'année passée? Moi, je le mettais parce que c'est un marchand de vitesse. Il y a beaucoup d'espace sur la glace, donc avec sa grande vitesse, il peut faire arriver des choses comme il a démontré ce soir. Et voilà, la réponse est positive puisque Bertaggia donne la victoire à Lugano et afflige la première défaite de sa saison à Zug, qui avait quand même vécu des derniers matchs souvent gagnés en prolongation. Ça tourne une fois à l'envers. Davos-Langnau, encore une rencontre où les Davosiens à domicile voulaient essayer de confirmer le fait du premier match gagné. À Langnau, c'était un petit peu la grosse interrogation de qui allait jouer au but. Les 3 gardiens de l'équipe sont blessés. On a fait appel à Simon Ritz. Vous l'avez entreaperçu sur les images à l'échauffement. Simon Ritz va pas passer la meilleure des soirées dans les Grisons. Ça commence avec un but de Stransky, un but de Egli, une réduction du score de Schmutz. C'est Stransky qui va pour le doubler. Le 3-1, c'est forcément compliqué, Jérôme, quand on a un gardien qui vient comme ça d'Olten pour dépanner, pour vraiment aider les siens. Il a de l'expérience, Simon Ritz, on ne va pas lui enlever ça. Mais après, Langnau, c'est pas non plus l'équipe qui peut régater face à l'armada offensive davosienne. C'est un concours de circonstances qui fait qu'ils ont dû se retrouver avec ce gardien qui, effectivement, a quand même plusieurs années de métier devant lui. Ce qui n'empêche que ça reste un gardien de Swiss League avant tout. Et il ne pouvait pas faire gagner son équipe à lui seul. Davos va mener 4-1 dans cette rencontre et va faire une Fribourg-Gotteron. Il reste 10 minutes de jeu, le 4-2, le 4-3 dans la foulée et le 4-4 qui finit par tomber à 2 minutes 17. Serge, attention à ces scénarios qui sont rocambolesques dans les 10 dernières minutes des matchs maintenant de National League. Effectivement, je veux dire, c'est pas la première fois que Langnau, justement, revient au score cette saison. Et puis, il a fait justement, entre autres, à Lugano, un match pour gagner le match sur la route. Et puis, c'est une deuxième victoire, justement, à l'arraché de Langnau à l'extérieur. Donc, il faut se méfier. Il y a quelques bons marqueurs du côté de Langnau cette saison. Je trouve que c'est une équipe qui a amélioré comparativement à la saison passée. Ça, c'était le 4-4. Mais il y a le 5-4 qui va arriver. On va vous le montrer là tout de suite. Parce que souvent, quand une équipe reprend comme ça le momentum, Stéphane, c'est souvent elle qui va s'imposer ensuite en prolongation. Oui, ça arrive souvent. Olofsson qui marque des buts. Les étrangers de Langnau qui sont percutants cette année, qui marquent les buts. Et Olofsson, là, techniquement, c'est très bien. Il y a une espèce de 2 contre 1, mais il y a un back-checker. Regardez le back-checker de Davos coupe cette passe et lui, il va vers l'intérieur. Il est gaucher. Au lieu d'aller vers l'extérieur dans un angle fermé, il gagne du temps et ça sert du défenseur comme écran. Et un jeu technique vraiment bien fait. Pas de troisième succès en 3 matchs à domicile pour Davos et Langnau qui met fin à une série de 4 défaites avec ce succès
tardif mais précieux pour la formation de Jason O'Leary. Ambry-Rapperswil, c'est la dernière rencontre au menu de nos 6 matchs des Levantins qui, après un début tout feu tout flamme, restait sur 2 défaites. Rapperswil en face avait battu Lausanne et arrivait avec un petit peu plus de réponses à ces questions du début de saison. Et c'est justement les Saint-Gallois qui, après un premier tiers vierge de but, vont vraiment tout faire pour se donner les moyens de gagner la rencontre. On vous montre tout d'abord la blessure de Marco Lehmann. Ça se passe en bas, regardez, c'est comme Gaëtan Haas, la porte qui s'ouvre et il sort sur blessure. Stéphane, c'est la deuxième fois cette saison qu'on voit cette blessure. Il n'est pas revenu au jeu, Marco Lehmann. C'est très, très dangereux. C'est toujours des images qui font peur parce qu'on peut perforer un poumon, on peut vraiment faire blesser les organes à l'intérieur, on peut vraiment se blesser gravement, non seulement aux côtes, mais et ça devrait jamais arriver, mais voilà, mais ça arrive quand les joueurs changent, puis tout à coup, ils n'ont pas refermé la porte. Regardez, il est en train de changer. Après ça, on peut dire que le joueur n'avait pas besoin de les changer, mais ça arrive tellement vite que... Oh, le joueur lévantin, Jérôme, il ne se rend pas compte qu'il a envie de blesser. Il veut juste mettre le joueur qui vient de se débarrasser du puck contre la bande pour l'empêcher de continuer son attaque. Écoute, si un joueur commence à faire exprès d'aller mettre un check alors que la porte est ouverte, ça devient assassin. Donc, je pense en KHL, je ne sais pas si le règlement est valable cette année, mais jusqu'à la saison dernière, une situation comme ça, pour l'équipe qui laisse la porte ouverte et un joueur qui se blesse, c'est 5 minutes de pénalité. Souvent, qu'est-ce qui arrive dans cette situation-là? C'est le responsable qui ouvre la porte, qui voit les 2 joueurs arriver, mais justement, il laisse la porte ouverte et puis il se recule. Pas toujours la meilleure idée. Ce genre d'accident-là arrive, justement. Ça. Parce que finalement, Rapperswil perd un joueur important dans son dispositif, mais ne va pas pour payer les conséquences, puisque derrière, je vous le disais, Rapperswil s'est vraiment donné les moyens dans la période intermédiaire de gagner ce match. Ça commence par un but de Červenka, Serge, tout en intelligence, là, dans un angle un peu impossible, d'aller battre Benjamin Kunz. On voit Červenka, je veux dire, on parle souvent de l'école tchèque au niveau des tirs rapides. On voit le lancer du poignet de Červenka ici, c'est remarquable. La rapidité que ça arrive dans le haut du filet. Kunz, Jérôme, ne ferme pas bien son poteau pour empêcher tout ça non plus. Non, Kunz ne ferme pas bien son poteau et en même temps, qui va imaginer qu'il va shooter de cet angle-là, quoi. Il y a vraiment très peu de chance. Il est déjà en train de regarder un peu ce qui se passe au centre. Et Červenka très intelligemment. Jérôme, parle-nous alors de l'attitude offensive et des matchs de Červenka sur ce penalty. Bon, écoute, qu'est-ce qu'il y a à dire? Franchement, c'est la classe. Červenka, c'est un joueur qui a des qualités techniques extraordinaires. Il a une patience fabuleuse et là, il l'a prouvé sur le penalty. Il va falloir 10 minutes entre la 26e et la 36e pour que Rapperswil se donne les moyens de gagner ce match 3-0. Nando Eggenberger, Stéphane, un joueur aussi qui a été en vue la saison dernière, qui confirme en ce début de saison. C'est un gros grand bonhomme. Ça, c'est typiquement ce qu'on appelle un power forward. Il a joué un petit peu en Amérique en junior. On voulait plus de lui à Davos. Il a trouvé preneur à Rapperswil. Il rend des services. Et là, Sandro Tsanga qui drive le net, mon cher Serge, qui va vers la cage. Pas son habitude, ça, hein? Oui, effectivement. Puis je suis pas convaincu qu'il essayait de la passer non plus de l'autre côté à Eggenberger. Je pense qu'il voulait justement effectuer un tir dans les bottes du gardien pour éventuellement marquer ou créer un retour. Des fois, il faut mieux être chanceux que bon, des fois. Comme on dit, ça s'est bien terminé. Ça s'est bien terminé. Succès de Rapperswil dans la nouvelle patinoire d'Ambry qui concède donc un 2e revers dans son nouveau fief. On va vous récapituler tout ce qu'il s'est passé ce soir dans cette 7e journée de National League avec les 6 matchs qui étaient au menu. Le succès 3-0 de Rapperswil que l'on vient de vous résumer. Les 2 sets gagnés facilement par Berne et par Bienne 6-0, 6-0. Le succès et le retournement de situation dans les Grisons en faveur de Langnau. La défaite de Fribourg-Gotteron face à Lausanne qui marque 5 buts dans la même soirée. Et Lugano qui s'impose dans les prolongations sur le final face à Zug. Du coup, Bienne prend encore un petit peu plus le large et confirme vraiment son début incroyable. Vous avez ensuite le classement qui est toujours un petit peu difficile à voir avec des équipes à 7, des équipes à 5 matchs, mais une certaine tendance se dégage quand même dans les 2 premières équipes, dans les 4 premières aussi. Ensuite, tout reste très, très serré. Nous, on n'en a pas terminé avec vous puisque la soirée va se poursuivre encore. Il y a Backcheck le Talk là, qui se prépare juste derrière. On a des thématiques brûlantes et des discussions qui vont être animées pour sûr avec mes invités. Ne bougez pas. On vous raconte encore plein de choses dans cette fin de soirée, de ce début de semaine. À tout de suite.